pour la plupart des cas, quand on entend parler du VIH, on a l'impression que c'est la fin de la vie. Oui. C'est vraiment la fin, on ne peut plus rien faire et tout. Mais vous venez de dire qu'il y a ceux qui vivent avec pendant 30 ans. Oui. Et c'est peut-être là que je demande, est-ce que le dépistage a un lien avec la manière dont on est soigné et on vit avec cette maladie-là? Quand on fait le dépistage, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte d'amour et pas un acte de culpabilité ou de jugement. Oui. Et ça nous permet de vivre pleinement notre sexualité et notre jeunesse aussi. Exactement. Et d'en profiter davantage parce que le dépistage fait partie des méthodes préventives du VIH-Sida. D'accord. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans ce podcast d'aujourd'hui dans lequel nous allons parler du VIH et quand l'information ne suffit pas et de blocage autour du dépistage. À la présentation, je suis Ansima Chumene Sagras, membre de Repro Justice Congo. Et dans ces podcasts, nous parlons de questions liées à la violence basée sur le genre, aux droits de la femme et à la santé sexuelle de la reproduction. Aujourd'hui, pour bien traiter notre question sur le VIH et le blocage autour du dépistage, j'ai l'honneur de nous présenter notre intervenante d'aujourd'hui. Bienvenue, madame. Merci. Et je me nomme Safi Chizungu Evelyne. Je suis médecin clinicienne. Et... Bienvenue. Merci. J'ai dit merci à Repro Justice Congo pour l'invitation sur ce plateau. Oui. Merci. Merci beaucoup, docteur Safi. Peut-être vous avez oublié de nous dire si vous exercez dans quelle structure ici dans notre ville. Oui, je suis médecin directeur point focal du centre convivial Boignan 4 de Pasco. D'accord. Pasco, c'est Parlons Sida au communautaire. D'accord. Merci beaucoup. Parlons Sida au communautaire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle du VIH et du blocage autour du dépistage du VIH. Et c'est dans ce sens que je veux vous poser la toute première question. On aimerait savoir pourquoi, malgré les campagnes de sensibilisation qui existent et les informations qu'on peut retrouver par-ci par-là sur le VIH, le dépistage reste quand même un acte très difficile, très lourd à faire de la part de la communauté. Oui. Merci pour la question. Oui. Nous pouvons donner l'explication parce que l'information à elle seule ne suffit pas. Et pourquoi l'information ne suffit pas à elle seule? C'est parce que la plupart des jeunes ou des personnes ont peur. Ils se disent que si je fais le dépistage, si on trouve que je suis séropositif, je serai pointée du doigt. Okay. Il y a d'autres qui ont peur du résultat. Oui. Il y a d'autres qui... En tout cas, c'est un problème, je ne sais pas. Oui. On essaie de contextualiser selon l'expérience que nous avons, mais la plupart de ceux qui viennent pour faire le dépistage, avant d'arriver, il faut qu'ils soient d'abord sensibilisés et bien assimiler l'information qu'ils ont reçue. D'accord. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles et beaucoup de facteurs liés à cela. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Quels sont les obstacles que vous, peut-être, vous avez su retenir depuis que vous travaillez dans les secteurs et qui freinent l'accès au dépistage? Oui. Et parmi ces obstacles, nous avons les contextes socio-culturels. Oui. Les contextes socio-culturels. Il y a ceux qui pensent que quand on parle du VIH, c'est une maladie honteuse. Ils pensent que c'est la honte. Il y a d'autres qui pensent que c'est comment dire, ils commencent à culpabiliser. Oui. Il y a la culpabilité, il y a la honte. Et il y a d'autres qui ont des fausses croyances. D'accord. Ils pensent que si je fais le dépistage, on découvre que j'ai le VIH, c'est une malédiction peut-être. D'accord. Et qu'est-ce que vous c'est un mauvais dites? sort. Oui. En tant que médecin, je peux donner un conseil à tous ceux qui nous suivent en ce moment que quand on fait le dépistage, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte d'amour et pas un acte de culpabilité ou de jugement. Oui. Et ça nous permet de vivre pleinement
notre sexualité et notre jeunesse aussi. Exactement. Et d'en profiter davantage parce que le dépistage fait partie des méthodes préventives du VIH-Sida. D'accord. Parce qu'on parle de ABCD. Les D, là, c'est le dépistage du VIH-Sida. Ah, d'accord. Voilà. Et peut-être, avant peut-être de parler de l'importance de les découvrir un peu plus tôt, parmi les blocages et les obstacles liés à ces blocages-là, vous avez parlé du fait que les gens pensent que le VIH, c'est une maladie venue de la malédiction et qu'on sort. Est-ce que ça vient d'une malédiction, le VIH? Le VIH, c'est une maladie, une infection sexuellement transmissible, comme tant d'autres, comme la blénorragie, comme la syphilis. Oui, c'est pas vraiment une malédiction ou une maladie mystique, comme on pense. C'est une maladie sexuellement transmissible. Et il y a ceux qui vivent avec cette maladie depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans, et qui sont en bonne santé. Donc, c'est une maladie chronique. On peut vivre avec la maladie et prendre les traitements pendant toute la vie sans problème. OK. Oui. Donc, parce que pour la plupart des cas, quand on entend parler du VIH, on a l'impression que c'est la fin de la vie. Oui. C'est vraiment la fin, on ne peut plus rien faire et tout. Mais vous venez de dire qu'il y a ceux qui vivent avec pendant 30 ans. Oui. Et c'est peut-être là que je demande, est-ce que le dépistage a un lien avec la manière dont on est soigné et on vit avec cette maladie-là? Oui. Et pour connaître son état sérologique, il faut passer par les dépistages. Oui. Et nous, selon les protocoles nationaux actuellement pour le dépistage du VIH-Sida, et on fait les tests tous les 3 mois. OK. On fait les tests tous les 3 mois, on fait les dépistages. Si les cas seront négatifs, on donne des conseils pour que prochainement, la personne ne puisse pas attraper la maladie. OK. Si la personne sort séropositive, actuellement, nous avons les principes tester et traiter. Automatiquement, on met la personne sous traitement ARV, mais il y a des étapes à suivre. Il y a un accompagnement psychosocial, donc il y a des conseils, il y a beaucoup de conseils qu'on doit donner pour que la personne soit prête à commencer les traitements antirétroviraux. OK. J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Quand, par exemple, on apprend qu'une personne est séropositive, comment vous gérez la chose? Est-ce qu'il y a une personne qui est venue avec la joie de vivre dans la structure et tout d'un coup, elle apprend qu'elle est séropositive? Comment vous gérez et quels sont les mécanismes prévus pour accompagner cette personne-là? Merci pour la question. Nous avons, je donne un exemple du centre que moi je dirige, le centre convivial Boigna 4. Quand un client arrive, la plupart des fois, il vient, comme tu as dit, avec la joie de vivre. Et quand on fait le dépistage, on trouve que la personne est séropositive, il y a beaucoup de services que nous avons au sein du centre convivial. Il doit commencer par le counseling pré-test. Le counseling, c'est les conseils. Là, il y a un accompagnement, un assistant psychosocial qui doit préparer la personne psychologiquement avant de faire les tests, avant de faire le dépistage. Il lui dit, quand on fait le dépistage, en tout cas, nous t'encourageons, nous te remercions d'avoir pensé à passer au centre pour faire le dépistage. Et tu ne vas pas regretter ces gestes que tu as faits. Et il y a 3 types de résultats auxquels tu dois t'attendre. Soit c'est positif, c'est-à-dire que nous avons trouvé que tu es malade. Et dans ces cas, il faut prendre les médicaments. Si tu veux, on peut même te mettre en contact avec ceux qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans sous traitement et ils sont en bonne santé. Tu vas les voir par toi-même. Et si les résultats sont négatifs, on va te donner un rendez-vous. Après 3 mois, tu vas passer pour le dépistage. Et on donne les comportements que la personne doit adopter dans les conseils pour ne pas attraper la maladie prochainement quand elle viendra faire le dépistage. Il y a un autre résultat qui est indéterminé. Quand on fait les tests, on dit là, on te donnera un rendez-vous après 14 jours pour refaire les tests. Bon, quand c'est indéterminé, ça signifie c'est-à-dire que c'est un peu flou. Donc, c'est un faux positif. Et parce que nous faisons 3 tests selon les protocoles de la RDC, on fait le Determine, on fait les StatPack et l'Unigold. Ce sont les 3 tests que nous faisons. Alors, quand on fait le premier test qui sort positif, alors que les 2 autres tests de confirmation sortent négatifs, là, c'est indéterminé. Pour qu'on puisse confirmer que c'est positif, il faut que les 3 tests-là soient positifs. Oui.
Là, on donne un rendez-vous après 14 jours pour refaire les tests. D'accord. Voilà. Alors, la personne va aller au labo pour faire le dépistage et ça, en sachant c'est à quoi elle s'attendra après le dépistage. OK. La plupart des fois, c'est après le dépistage qu'elle va commencer à réfléchir et vérifier les répertoires. Oh mon Dieu, est-ce que ce n'est pas Fiston, ce n'est pas Nicole, ce n'est pas tel, tout ça. OK. Et après, elle va passer au counseling post-test dans les mêmes services dans les bureaux du psychologue. Oui. La personne va retourner pour aller recevoir les résultats. OK. Et là, on va annoncer si c'est positif, négatif ou si c'est indéterminé. Et là, elle va aller dans le cabinet médical chez les médecins pour commencer les traitements, pour une consultation médicale. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et la plupart des fois, même si la personne peut paniquer quand on annonce les résultats, la plupart des fois, elle sort soit en rigolant, avec la joie de vivre, malgré les résultats qu'elle a reçus, tout ça. J'imagine que l'accompagnement a quand même quelque chose à voir là-dedans. Oui, l'accompagnement a quelque chose à voir. Oui, parce que le processus, comme vous l'avez dit, 3 tests, déjà, c'est... Moi, quand on me fait des examens, je suis déjà stressée à l'hôpital. Maintenant, pour le VIH, c'est quand même plus stressant que ça. Donc, je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait un psychologue qui peut accompagner les gens. Mais à part peut-être le pré-test où on parle à la personne, après quand on commence les traitements, il y a que les traitements médicaux où il y a d'autres formes, par exemple, d'accompagnement pour les personnes séropositives. Oui, pour les personnes séropositives, une fois que la personne est déclarée séropositive, nous avons les principes de tester et traiter. Il faut un accompagnement psychosocial et une éducation thérapeutique. Il y a tout un protocole que nous suivons pour le suivi. Et comme c'est un traitement à vie, au début, on donne un rendez-vous soit toutes les 2 semaines. On voit comment ça évolue parce qu'au début du traitement, il y a une phase de révolte avec les patients. La plupart des fois, on commence à se demander qui m'a transmis la maladie, qui m'a contaminé, est-ce que c'est tel, est-ce que c'est tel. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est au bout de 3 mois que la personne peut accepter son état sérologique et se dire, bon, ce qui est arrivé. Si on m'a trouvé avec la maladie, c'est-à-dire que je dois accepter cet état. On m'a dit qu'il faut que je prenne les médicaments. Si je prends les médicaments, je vieillirai, je ferai même les enfants de mes enfants. Mais si je commence à négliger, je vais commencer à tomber malade chaque jour. Et je mourrai dans peu de temps. C'est ça. Oui. Donc la personne comprend quand même. Elle comprend avec quand même. Temps. Oui. Donc, on dit les choses dans des termes un peu clairs pour que la personne puisse comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. OK. Oui. J'ai entendu parler du terme père éducateur dans l'accompagnement de personnes atteintes du VIH. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que ça fait aussi partie de ces mécanismes-là d'accompagnement de personnes séropositives? Oui, ça fait partie. Donc, par exemple, nous, au Centre convivial Boigna 4 de Pasco, nous travaillons avec les populations clés. Là, nous avons les professionnels de sexe, les MSM, ce sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Nous avons les utilisateurs de drogues injectables, ainsi que les transgenres. Alors, avec ces 4 catégories, il y a aussi les prisonniers, les populations carcérales. Dans toutes ces catégories-là, quand on fait le dépistage, nous avons des PVVIH dans toutes ces catégories-là. Nous avons aussi des pères éducateurs dans toutes ces catégories-là. C'est ainsi que nous avons des pères éducateurs qui sont séronégatifs. Nous avons aussi des pères navigateurs qui sont des pères éducateurs séropositifs. Quand on parle de pères éducateurs, c'est comme une paire de chaussures. Donc, un père, c'est quelqu'un qui est similaire à l'autre. Oui, si c'est un PVVIH, c'est un autre PVVIH qui est son père. Moi, je suis médecin. Mon père, c'est un autre médecin. C'est comme ça. Quelqu'un, c'est une professionnelle de sexe. Son père,
ou ça perd. C'est notre C'est notre professionnel, c'est comme ça. Mais c'est quoi la différence? Parce que il y a les pères éducateurs et il y a quand même les bénéficiaires de ces pères éducateurs. Qu'est-ce que ces pères éducateurs ont peut-être de plus pour qu'ils interviennent dans vos causeries éducatives et tout? Oui, les pères éducateurs, au début, on commence par les capacités. Ils sont formés. Ils sont formés en matière de VIH-Sida, genre et droits humains, en matière d'IST. Après ces formations-là, leur rôle, c'est faire la sensibilisation auprès de leurs pairs sur les risques et les dangers d'adopter un comportement sexuel à haut risque, parce que ces comportements-là les exposent à attraper les IST, y compris les VIH-Sida, les grossesses non désirées et tous les restes. Oui. Donc, leur rôle, c'est la sensibilisation. Mais aussi, actuellement, avec la venue des autotests, nous avons les autotests. On peut faire les tests même dans la communauté. Les pères éducateurs nous aident à faire les autotests dans la communauté aussi. Donc, il y a la sensibilisation et le dépistage à l'autotest. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment. Il y a une question qui me tient quand même à cœur et peut-être que je le pose pour moi. La confidentialité. Si aujourd'hui, par exemple, je décide de venir chez Pasco même pour faire ces dépistages-là, qu'est-ce qui me garantit qu'avant même d'arriver chez moi, il y aura des gens qui sont déjà au courant que je fais les tests ou que je suis même atteinte de VIH, ou les gens seulement dans l'hôpital commençaient à dire il y a une personne qui est séropositive. Est-ce que la confidentialité est garantie? En tout cas, nous avons une déontologie et nous travaillons selon une déontologie médicale. Et cette déontologie exige que la confidentialité soit respectée. Oui. Et avant de faire les dépistages, nous avons un document qu'on fait signer à la personne. On dit, elle signe et toi aussi tu signes. Toi, en tant que prestataire, tu dis que tu y es tenu à respecter les secrets professionnels. Donc, tu ne peux pas dévoiler les secrets d'un patient. C'est contre la déontologie médicale. Oui. En tout cas, la confidentialité est assurée. Parce que depuis que je suis là, depuis 2018, nous n'avons reçu aucune plainte par rapport... Il n'y a personne qui est venu se plaindre. Oh, moi, je suis venue chez vous. J'ai fait les dépistages et à ma sortie, j'ai entendu les autres qui parlaient de mon état sérologique partout. En tout cas, nous n'avons reçu aucune plainte pareille. Parce que nous avons même des cliniques juridiques où les pères éducateurs ou nos bénéficiaires peuvent aller se plaindre sans problème. Et c'est gratuit aussi. Et les tests aussi, le dépistage, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit chez nous, mais ailleurs, c'est payant. Donc, si on n'a pas l'argent et qu'on veut quand même passer au dépistage, on peut venir chez vous? On peut venir, mais il faut qu'on fasse partie de ces 5 catégories que nous prenons en charge. Votre population Notre clé. Population clé. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment, docteur. Et peut-être pour chuter, qu'est-ce que vous nous diriez, nous, en tant que communauté qui avons encore peur, qui voyons encore que c'est honteux d'aller vers une structure de santé pour faire les dépistages du VIH, mais aussi pour les personnes qui marginalisent peut-être les personnes séropositives ou qui les discriminent. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes-là? Les premiers messages que je peux leur lancer, je pense que j'en ai parlé au début. Oui. Et quand on fait le dépistage, c'est un acte de responsabilité. C'est un acte d'amour. C'est-à-dire qu'on fait vivre en sachant son état sérologique. Parce que quand on fait le dépistage, la plupart des fois, ce que je vis au centre convivial, c'est que quand quelqu'un fait le dépistage, la plupart des fois, ça donne l'assurance et ça vous permet de vous protéger encore davantage. Parce que vous savez déjà votre état sérologique. Parce qu'il y a d'autres qui disent, moi, si je fais le dépistage, je risque de mourir du souci. Le stress et tout le reste.
peut-être que je suis déjà malade, je vais commencer à aller comme je vais. Okay. Et c'est là où il va attraper la maladie parce qu'il ne savait même pas son état sérologique. Mais quand la personne fait le dépistage, on donne des conseils, on dit il faut se protéger. Quand on se protège, il y a l'abstinence chez les jeunes parce qu'ils ne sont pas autorisés à consommer le sexe avant le mariage. On dit il y a la fidélité chez les mariés. Il faut que l'homme soit fidèle et la femme aussi soit fidèle. On dit il faut utiliser systématiquement les préservatifs. Donc l'utilisation correcte et systématique du préservatif pour ceux qui n'arrivent pas à appliquer l'abstinence ou la fidélité. On dit aussi qu'il y a aussi le dépistage qui fait partie des méthodes préventives du VIH-Sida. Alors, quand on explique tout ça, ça nous permet de... Comment dire je ne sais pas comment expliquer. D'écarter les blocages là qui sont liés aux croyances socio-culturelles que notre communauté... dans son esprit. Dans son esprit depuis la nuit des temps, si on peut le dire comme ça. C'est sûr. Voilà. Donc, il faut comprendre que quand on fait le dépistage, c'est un acte d'amour, de responsabilité et pas un acte de culpabilité ou de jugement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci vraiment, Dr Safi. Merci d'avoir été avec nous dans ces podcasts d'aujourd'hui, de nous avoir appris comment être plus responsable et comment vivre sa sexualité de manière très responsable. Merci aux personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à appeler le numéro vert de Repro Justice Congo, qui est le 080 80 55 631, pour toute question liée à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits de la femme et aux violences basées sur le genre. À tout de suite.